Le 1er novembre 2010, de jeunes militants se réunissent à Tombouctou pour créer un mouvement politique. Ils ne sont pas venus attaquer une caserne. Ils ne portent pas encore les armes. Ils veulent organiser un congrès, publier un mémorandum et demander la reconnaissance officielle de leur mouvement. Ce matin-là, 2 des organisateurs sont arrêtés, transférés à Bamako, puis enfermés par la sécurité d'État. Quelques jours plus tard, une manifestation réclamant leur libération est réprimée. À partir de ce moment, une idée commence à progresser parmi les étudiants. Peut-on encore défendre cette cause légalement? Bienvenue dans Chronique Sciencée. Aujourd'hui, deuxième partie de l'épisode 6 de la fabrique du conflit malien, novembre 2010, quand la répression radicalise le MNA. C'est ici que le mouvement pacifique commence à basculer. Les dates ont été fixées au 31 octobre et au 1er novembre 2010. Les associations étudiantes de Bamako réunissent les financements, elles accomplissent des démarches administratives, elles obtiennent des locaux auprès de la mairie de Tombouctou. Les antennes d'Afous organisent l'arrivée de délégations venues d'Algérie, du Maroc, de Libye et du Niger. Les organisateurs invitent le RTM, RFI, Al Jazeera, mais à Bamako, les services de l'État s'opposent à l'événement. La Direction générale de la sécurité d'État menace plusieurs responsables. Certains militants sont placés sur surveillance, d'autres renoncent à faire le déplacement. Malgré les intimidations, le congrès se tient avec l'autorisation du gouverneur local. Le matin du 1er novembre, Moussa Ag Ashratoumane et Boubacar Ag Fadil sont convoqués à la gendarmerie. Ils sont transférés à Bamako, puis placés en détention par la sécurité d'État. Officiellement, ils sont accusés du vol d'un véhicule. Pendant ce temps, le congrès continue et il proclame la naissance du mouvement national de l'Azawad, le MNA. À ce stade, le mouvement se présente comme politique et pacifique. Il affirme vouloir agir par des moyens légaux. Il condamne la violence, il condamne le terrorisme et il demande à l'État malien de reconnaître officiellement son existence. Mais le vocabulaire utilisé provoque déjà la controverse. Pour ses fondateurs, le MNA doit défendre les populations et les intérêts du Nord. Pour ses adversaires, l'expression peuple de l'Azawad relève une ambition séparatiste. Le débat existe dès le premier jour, mais un fait demeure. Au moment de sa création, le MNA ne possède pas encore de branche armée déclarée. L'arrestation de Moussa Ag Ashratoumane et Boubacar Ag Fadil produit un effet inattendu. Dans la nuit qui suit, les étudiants créent un site internet. Ils conçoivent un logo, ils diffusent la déclaration de naissance de MNA, ils rédigent un mémorandum et l'envoient aux institutions nationales et internationales établies à Bamako. Pour la première fois, ils découvrent leur capacité à réagir rapidement, à coordonner les associations, à mobiliser les réseaux sociaux et à porter une affaire locale dans les médias internationaux. Le 12 novembre 2010, ils organisent un sitting devant la cour d'appel de Bamako. Ils dénoncent une détention prolongée sans accès à un avocat. La manifestation est immédiatement dispersée. 10 personnes sont blessées, 3 autres sont arrêtées. Les 2 premiers détenus seront finalement libérés après 18 jours sans jugement. Mais politiquement, le mal est déjà fait. Les autorités cherchaient à contenir le mouvement. Elles contribuent à le rendre populaire. Al Jazeera diffuse les images des étudiants arrêtés. Dans son reportage, la chaîne associe leur mobilisation à des images des anciennes rébellions armées. Des jeunes encore peu connus deviennent les symboles d'une cause. Des familles qui plaçaient leurs espoirs dans cette génération éduquée se rapprochent du MNA. Les anciens rebelles observent également cette mobilisation. Et au sein du mouvement, un discours prend forme. Nous avons essayé d'écrire, nous avons organisé un congrès, nous avons demandé la reconnaissance de notre mouvement, nous avons manifesté pacifiquement et l'État a répondu par la surveillance, les arrestations et la force. Cette lecture devient un point de rupture. Le MNA ne renonce pas immédiatement à son discours pacifique, mais il se prépare désormais à agir dans la clandestinité. Les grandes réunions disparaissent. Les rencontres se déroulent hors de Bamako. Elles sont rapides,
parfois moins de 20 minutes. Les antennes associatives deviennent progressivement des cellules. 3 structures sont créées. Le comité de relais centralise les informations venant des régions, la circulation des armes, le déplacement des militaires, les alliances locales, les véhicules d'AQMI, les rapports de force entre les communautés. Le comité d'information gère la communication, les campagnes de sensibilisation, les recrutements. Ces militants parlent aux jeunes, aux femmes, aux élus, aux notables, aux intellectuels, aux anciens rebelles. Enfin, le comité militaire prend contact avec les anciens combattants et les soldats intégrés dans l'armée malienne. Sa mission est d'identifier ceux qui pourraient déserter au moment opportun, d'évaluer les armes disponibles et de préparer une éventuelle branche armée. Le MNA continue donc de parler de politique, mais en interne, il commence déjà à envisager la guerre. En avril 2011, le noyau dur s'est réuni lors du congrès d'Oudoud. Cette fois, le mouvement veut se doter d'un territoire revendiqué, d'un drapeau, d'une idéologie et d'institutions. Une commission dessine une carte en consultant des anciens sur les limites historiques des commandements Touareg. Une autre crée un drapeau composé de bandes noires, vertes et rouges, accompagné d'un triangle jaune. Une troisième définit les organes du mouvement. Le conseil consultatif rassemble les notables, les religieux et leaders d'opinion. Le conseil révolutionnaire doit protéger l'orientation idéologique. Le bureau politique devient l'organe exécutif. Le mouvement popularise également les mots azawadi puis azawadiens pour créer une identité territoriale commune. Mais cette construction rencontre une difficulté majeure. Le Nord est multi-ethnique. Toutes les populations ne se reconnaissent pas dans l'idée d'un peuple unique de l'Azawad. Cette contradiction accompagnera durablement le mouvement. Le MNA formule 3 demandes centrales. Le jugement des responsables des violences commises contre les civils depuis 1963, une enquête sur l'utilisation des fonds internationaux destinés au développement du Nord et l'autonomie du territoire revendiquée. Il dénonce l'insécurité, le chômage, le manque de routes, la faiblesse des services de santé, les difficultés d'accès à l'éducation, l'abandon de populations pendant les sécheresses. Il accuse également l'État d'être incapable de lutter contre AQMI et les réseaux narcotrafiques. À ce stade, le MNA ne porte plus seulement un programme de développement. Il construit une histoire, un territoire, une identité et une cause nationale. Au printemps 2011, le MNA possède désormais un discours politique, une organisation clandestine, un réseau de communication, une base sociale et même un comité militaire. Mais il lui manque encore l'essentiel pour mener une rébellion. Des commandants, des combattants expérimentés, des armes, des véhicules et une véritable chaîne de commandement. Ces moyens vont venir des anciennes générations rebelles, d'Ibrahim Abba Anga, de Hassan Akfa Anga, de Mohamed Ak-Najim et bientôt de l'effondrement du régime de Muammar Kadhafi. Dans les prochaines parties, nous verrons comment les anciens rebelles et la guerre de Libye vont donner une armée au projet politique des étudiants. C'était Chronique Sciencée, comprendre l'histoire pour éclairer le présent. À très bientôt.